On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de Traversée et comme l'année dernière, on se retrouve tous les mois pour un nouvel épisode où on va vous parler d'œuvres, d'expositions et de nos humeurs. Cette année encore, on ne change pas, je tenterai chaque mois de vous présenter une nouvelle œuvre. Margot Brugvin, pareil, vous présentera le travail d'un ou d'une artiste et Olivier Masmonteil, on verra, ce sera en fonction de son humeur de peintre. Pour cet épisode 1 de la saison 2 de Traversée, Camille Bardin reviendra aux thèmes qui lui sont chers puisqu'elle vous parlera de déconstruction à travers les œuvres d'Abel Técher. Pour ma part, je reviendrai aussi à mon amour pour la peinture en vous parlant de Garance Maton. Et Olivier partira sur de bonnes bases, repartira sur de bonnes bases en abordant la question du dessin. Il fallait bien qu'un jour je vous parle du travail d'Abel Técher, un peintre formidable que j'ai découvert grâce à sa galeriste, Olivia Breuller, la fondatrice de la Maëlle Galerie. C'est toujours un peu délicat de parler du travail d'Abel Técher parce que son travail est tellement personnel que j'ai l'impression de m'immiscer en fait dans son intimité à chaque fois que je tente de parler de son travail. En fait, Abel parle de déconstruction, il parle de sa propre déconstruction qu'il met en scène dans chacune de ses peintures. La première étape de son travail, avant même de prendre son pinceau, est physique, j'irais même jusqu'à dire qu'elle est performative. En fait, Abel se met intégralement nu, puis il enduit son corps de mousse à raser. Ensuite, il va retirer l'intégralité de ses poils, de ses cheveux aux sourcils, sa barbe, son pubis, ses jambes, tout y passe. Son corps devient absolument imberbe. Si Abel Técher retire ainsi ses poils, c'est sans doute parce que c'est le premier marqueur social du genre. La longueur de nos cheveux, le fait qu'on ait une barbe par exemple, contribue au fait qu'on soit identifié homme ou femme. Si bien qu'en retirant tout cela, Abel Técher propose une tabula rasa. Il se débarrasse des attributs normés du genre et propose de créer un trouble finalement dans son genre. Mais la déconstruction de Abel ne s'arrête pas là. Sur ses autres peintures, on le voit expérimenter son corps, tenter des gestes confisqués. Son corps, il le découvre plastique, modelable à souhait. Sur une toile, il vient par exemple tirer son torse pour que se forme une poitrine. Sur une autre, il glisse son sexe entre ses cuisses pour mieux le dissimuler. Abel s'intéresse à la manière dont nos réalités sont socialement construites. En se mettant en scène, il nous propose de remettre en question nos certitudes quant aux normes du genre. Et ce que je trouve formidable dans le travail de Abel, c'est que sa technique vient servir son propos. Vous remarquerez que les toiles d'Abel sont très diffuses, presque floues. Cela s'explique par le fait que l'artiste s'inspire des techniques des peintres de la Renaissance italienne. Il emploie par exemple le sfumato pour évincer les contours, les limites, les cadres. Je trouve ça hyper puissant qu'il aille jusque-là. Il fait partie de ces artistes que je chéris et qui tentent d'esquisser de nouvelles possibilités d'existence. Et comme vous le savez, ça me tient très à cœur. Pour cet épisode de rentrée, je voulais vous parler d'un sujet réjouissant, enthousiasmant, d'un ou d'une artiste qui me rend heureuse, d'un nouvel artiste que j'aurais découvert et qui pourra apporter un peu de nouveauté en cette rentrée. J'espérais beaucoup sur la première foire à laquelle on a pu se rendre post-Covid, donc Art Paris, Art Fair, au début du mois de septembre pour faire de nouvelles découvertes. Ça n'a absolument pas été le cas et je commençais à désespérer de trouver mon sujet de rentrée en errant dans les couloirs de la foire jusqu'à ce qu'au détour d'un couloir, je tombe sur le stand de la toute jeune galerie Hors Cadre et que j'ai ce petit sursaut d'excitation qu'on a quand on recroise un vieil ami qu'on retrouve complètement par hasard. Je me suis retrouvée devant une œuvre de Garance Maton. La peinture de Garance Maton est une relativement vieille amie puisque je la connais depuis maintenant plus de 3 ans. Je l'ai découverte en 2018 à l'exposition de fin d'études de sa promotion aux Beaux-Arts de Paris. Elle montrait une grande peinture, étrange, séduisante. J'ai d'abord été attirée par les couleurs de l'œuvre, par sa composition. À droite, il y avait cette grande femme sculpturale que j'ai compris comme une sorte d'allégorie de la peinture puisqu'elle était torse nue comme le sont les allégories classiques souvent, mais il y avait cette touche d'absurde puisque cette femme était en jupe bleue, en sandales très contemporaines et un pot de peinture à la main et puis surtout elle avait le visage bleu. Toute la plus grande partie de l'œuvre était occupée par la coupe d'une maison où chaque pièce était une œuvre, 5 peintures, des peintures dans la peinture, des citations d'œuvres de la Renaissance italienne, du XVIIe flamand, des formes abstraites, et puis au sol il y avait ce carrelage qui évoque à la fois le sol en damier des primitifs italiens et puis aussi les carreaux en ciment qu'on retrouve sur tous les feeds Pinterest de ceux qui veulent refaire leur cuisine. Et puis j'ai découvert le titre de cette œuvre, La vie mode d'emploi, d'après le roman de Georges Perec,
Perec, qui est un roman fleuve immense où il aborde énormément de thèmes, mais où il tente de donner une cohérence à l'incohérence de la vie, à l'incohérence du monde, en étudiant, puisqu'il ne peut pas étudier l'ensemble du monde, en essayant de décrire et d'épuiser un fragment de cette vie, de ce monde, donc un bâtiment haussmannien à Paris dont il va décrire chacun des appartements. Et ce roman de Georges Perec est né dans son imagination quand il a vu une illustration de Saul Steinberg qui montrait donc un immeuble en coupe. J'ai compris avec ces poupées russes de référence que les œuvres de Garance étaient comme un jeu de pistes dans lesquelles elle semait différents indices pour nous donner des indications d'interprétation, pour qu'on puisse nous-mêmes se créer nos propres interprétations, mais je n'ai jamais été sûre, et je ne suis toujours pas sûre, qu'il y ait un véritable dessin, une véritable signification, une seule interprétation que Garance a donnée à ses œuvres. Elles sont finalement aussi absurdes que la vie est absurde, et on leur donne le sens qu'on veut leur donner en accordant, en associant les différents objets, symboles qu'on trouve dans ces œuvres. Chacune des œuvres de Garance Mathon que j'ai vues depuis relève de ce jeu d'association, de ce jeu de pistes, de ces recherches de références que l'on peut faire en observant chaque détail de ces œuvres. En fait, elle considère que son métier est de créer des images, et elle crée ces images à partir de fragments de réel, donc de ce qui l'entoure directement. Par exemple, pendant un an, elle a vécu en Espagne, et on retrouve dans son œuvre ce qui l'entourait directement, donc les pies, les chats dans le jardin, le visage et les sculptures de son amie Laetitia Martina Pérez. Aujourd'hui, alors qu'elle est rentrée en France et qu'elle travaille dans la tour de Push Manifesto, donc cette immense tour de bureau qui a été investie par des ateliers d'artistes, on retrouve les objets de son atelier, donc le petit meuble à roulettes sur lequel elle pose son matériel, et puis les visages et les œuvres de ses amis artistes qui vivent et travaillent autour d'elle. Et tous ces éléments du quotidien, tous ces éléments banals sont mis en scène par Garance, qui en fait procède en faisant des collages à la fois de photos et de ses dessins sur ordinateur. Donc elle crée une grande composition, elle la travaille, elle la retravaille. Garance travaille extrêmement lentement, tout sont extrêmement minutieusement. L'idée est de créer un espace pictural parfait, qu'elle va insérer ces éléments du réel qui sont toujours peints avec une grande minutie, et elle va créer des perspectives qui ne sont jamais des perspectives linéaires, puisqu'elle pense que cette perspective classique de la photographie, de la peinture traditionnelle ne représente pas notre perspective émotionnelle, mais elle va changer les plans, changer les perspectives, changer les échelles, afin de créer une perspective hiérarchique qui ressemble plus à ce qu'on faisait au Moyen-Âge, où chaque élément de la peinture a une échelle différente selon son importance dans la peinture. Elle multiplie en fait les références à différentes époques, à différents styles, et pour un historien de l'art, c'est vraiment une délectation de chercher ces différentes références. Par exemple, dans cette peinture, on retrouve le sol en damier typique des primitifs italiens, mais représenté selon une perspective chinoise, donc avec des lignes parallèles qui ne se croisent jamais, qui ne se réunissent pas en un point de fuite. Et puis, il y a cette piscine qui est une citation directe du motif qui obsédait le peintre David Hockney. David Hockney, c'est un des peintres dont vous trouverez le plus de références dans les œuvres de Garance Mathon, puisque c'est un peintre extrêmement important pour elle. Elle a commencé des études aux Beaux-Arts en tant que sculptrice, et c'est en découvrant l'œuvre de Hockney qu'elle a compris à quel point il restait des choses à faire en peinture, à quel point elle pouvait continuer à expérimenter. C'est lui qui lui a ouvert le champ de recherche qu'elle explore aujourd'hui en peinture. Donc il y a toujours des références à Hockney dans cette œuvre, pour y revenir. Donc on a aussi des ombres qui rappellent Giorgio de Chirico. Enfin bref, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les références de Garance Mathon, puisque la liste est assez infinie, mais on n'a pas besoin d'avoir passé 5 ans sur les bancs de l'université à étudier l'histoire de l'art pour apprécier son œuvre. En fait, ces combinaisons de différents objets de peinture, de différents signifiants, peuvent prendre des significations extrêmement différentes pour chacun. Elle nous laisse la liberté d'inventer chacun des pistes d'interprétation, de raconter chacun les histoires qu'on souhaite se créer à partir de ses œuvres, qui sont comme des rébus finalement. Je vous conseille d'aller voir son compte Instagram, Garance Mathon, pour découvrir chacune de ses œuvres, pour passer du temps à essayer de décoder le rébut de chacune de ses œuvres.
Aujourd'hui, je voulais vous parler du dessin. Pour commencer cette saison, je voulais introduire cet épisode de Traversée, cette rubrique avec le dessin. Le dessin, je pense qu'il est à l'origine de l'art. Au début était l'empreinte, puis la trace et enfin le dessin. Le dessin, c'est l'apprentissage du regard. Et certes, il peut se pratiquer pour lui-même, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment son apprentissage. Pour comprendre l'importance du dessin, il faut avoir à l'idée que tout ce qui nous entoure, qui a été fabriqué par l'homme, a été au préalable dessiné. Pourtant, cette pratique a été remise en cause par les réformes de 68. Et on a vu disparaître le dessin petit à petit des écoles d'art. Et en voulant faire une révolution, on a fait un sacrifice. Pourtant, il permet à un artiste de faire un croquis, pour un architecte de faire un plan, pour un designer de dessiner un objet, pour un cinéaste ou un vidéaste de faire un storyboard, bref, d'exprimer une idée par un dessin. Beaucoup prennent le dessin pour une pratique magique ou l'associent à un don. Il y a les gens qui savent dessiner et les gens qui ne savent pas dessiner. Et certainement que les artistes qui dessinaient dans les grottes de Lascaux opéraient cette fascination chez leurs contemporains dans cette capacité à représenter les animaux, les mythes qui étaient à l'œuvre à l'époque. Le dessin, dans un premier temps, est un apprentissage du regard. Avec le retour de la peinture, on a pu observer un retour aussi de ces pratiques du dessin, de l'observation et de l'abstraction. Le dessin permet cette capacité du passage de 3 dimensions en 2 dimensions. Et c'est ce qu'on appelle cette capacité d'abstraire. Comment exprimer en 2 dimensions quelque chose qui va en avoir 3. Et en plus de ça, on peut aussi exprimer l'idée d'une durée, l'idée du temps. On s'aperçoit aussi que le dessin s'enrichit d'autres pratiques, comme la bande dessinée, avec le manga. On l'a vu aussi avec le street art, que le dessin va revenir complètement dans les pratiques contemporaines. Et après cette période étrange où l'art a été qualifié de non essentiel, je suis assez optimiste sur ce qui est en train d'opérer dans nos sociétés. En effet, j'ai la sensation que petit à petit, la création est en train de prendre le pas sur la consommation. Et le dessin, qui était là à l'origine, va constituer l'élément essentiel de l'humanité. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Traversée et surtout n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et surtout n'hésitez pas à apporter vos commentaires.